il me semble qu'il est porteur de ce dont notre économie a besoin plus largement. C'est-à-dire de mener une série de petites révolutions pour que les choses puissent avancer. Moi, je suis saisi de voir à quel point il y a une énergie, une volonté individuelle et ce sentiment d'avoir des blocages partout parce que les institutions, les structures sont sur contrainte, plus adaptées à ce quotidien. Et donc, ce que vous avez fait aujourd'hui, les initiatives qui sont menées et qui sont menées, je dirais, de manière professionnelle par certaines et certains dont je reconnais les visages dans la salle, ça participe de ces petites révolutions dont on a besoin. La première révolution, elle est culturelle. Elle est culturelle parce qu'on est encore en France dans un pays qui a, je dirais, des blocages intellectuels, psychologiques, culturels, avec des certitudes dont il n'arrive pas à se départir. La première, moi je commence toujours par là quand il s'agit d'entrepreneuriat ou d'expérience, c'est que l'échec serait une maladie grave. C'est faux. C'est une chance. Parce que l'échec, c'est fait pour qu'on s'en relève. Parce que ceux qui ne tentent pas, n'échouent pas. Parce que ceux qui vont dans les cadres qui sont prédéterminés peuvent y rester jusqu'à la fin de leur vie. Et une économie, et plus largement des destins individuels, ont besoin de femmes et d'hommes qui tentent quelque chose, qui prennent des risques, qui font des choses un peu hors du commun. Et donc oui, quand on tente, il y a de l'échec qui est là. Ça fait partie de l'expérience entrepreneuriale, ça fait partie de la vie. Et donc la première chose qui participe de cette révolution culturelle, c'est qu'on a le droit de se tromper. Et on n'a pas à stigmatiser celles et ceux qui à un moment se sont trompés. La deuxième chose qui va avec cette révolution culturelle, c'est que réussir, c'est formidable. Je dis souvent, la France a cette spécificité culturellement qui est qu'on n'a pas le droit de se tromper, mais c'est pas si bien que ça de bien réussir non plus. C'est assez rapidement suspect. Et donc, on est obligé de vivre dans une espèce de petit couloir qui est qu'il ne faut jamais se tromper et tomber dans l'échec, mais il faut rester raisonnablement successful. Voyez, parce que si ça devient trop bien, c'est suspect, c'est jalousé. C'est pas si égalitaire que ça au final. Non, quand on a tenté, quand on a pris ses risques, et qu'on a, il faut bien le dire aussi, eu de la chance, c'est formidable de réussir. Et donc, l'expérience entrepreneuriale, elle passe par la mise en avant de ces parcours de réussite. C'est ça aussi, la clé. Et donc, c'est deux points essentiels. D'une manière provocatrice, je mets en lumière l'un avec l'autre. C'est comme ça qu'on sort d'une société de statut. Parce que la France est aujourd'hui encore trop largement une société et une économie de caste et de statut. Et donc, celles et ceux qui entreprennent, qui prennent des risques, qui sortent des chemins justement un peu balisés, c'est ceux qui permettent de sortir de cette économie de caste et de faire émerger de nouveaux parcours, de nouvelles individualités, de recréer des opportunités. C'est ça dont on a besoin. Et on en a besoin à tous les niveaux et dans tous les secteurs. La deuxième petite révolution, c'est celle des usages. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est qu'on s'est habitué à travailler selon des codes, des usages classiques, dans des lieux définis. Je reconnais certains visages amis qui ont décidé qu'on voulait faire de l'école autrement. Voilà, on sort des usages et on crée de nouveaux usages. C'est ça qui permet de faire le numérique. C'est l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui. Au cœur d'un des grands défis français qui est celui de la formation et de l'éducation. On passe nos journées à dire qu'il n'y a rien de plus important que l'éducation et la formation. Ce qui est vrai. Il y a plus de spécialistes que moi dans la salle. Mais une fois qu'on a dit ça, on reste avec nos vieilles structures, nos vieux modèles, c'est-à-dire qu'on enseigne dans une salle de manière verticale, on prescrit un savoir. Ensuite, d'ailleurs, on recrute toujours les gens en pensant qu'ils auront à vie, à commencer par le ministère dans leur responsabilité, qu'à vie, ils feront le même travail. C'est totalement faux. La moitié au moins des métiers qu'ils font n'existera plus dans 5 ou 6 ans. Et on se cache les yeux pour ne pas se l'avouer. Mais on ne peut plus enseigner de la même façon, on ne peut plus apprendre de la même façon. À la fois dans la formation initiale, mais tout au long de sa vie. Et donc, on doit beaucoup plus être dans l'anticipation, mais on doit beaucoup plus être dans la transformation des usages. Parce que cette transformation des usages, elle implique quoi?
que chacune et chacun se mette à son niveau de valeur ajoutée. Il y a beaucoup de choses qu'on demande de faire à des enseignants. Quand on réfléchit aujourd'hui à la situation, se dire qu'un enseignant, on va lui demander pendant 25 ans de répéter la même chose à des gens différents. C'est quoi? D'ailleurs, c'est pas crédit 2 secondes, parce qu'avec les enregistrements, l'année d'après, même celles et ceux qui n'étaient pas là l'année précédente peuvent avoir le cours et dire bah, il répète la même chose, c'est absolument affreux. Et donc il y a une commoditisation de l'enseignement tel qu'il existe. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'enseigner, c'est plus délivrer un savoir de manière verticale, former, c'est plus répéter toujours la même chose. Et donc il y a une transformation du métier de formateur. Il y a aussi une transformation de la pratique, de la capacité à recevoir un savoir, à s'orienter tout au long de la vie. Et donc, cette révolution des usages, il faut qu'elle vienne percuter la formation et l'éducation. Moi, ma conviction profonde, je ne devrais pas dire ça, là où je suis, c'est que l'État aura énormément de mal à le penser et à l'initier. Donc ça doit venir de vous. Mais l'État ne doit pas créer des barrières pour empêcher que ça advienne. C'est le grand risque. Comme nous sommes le dépositaire d'une forme de verticalité, c'est-à-dire l'État est le champion du monde avec certains corps constitués pour dire on ne veut pas que l'innovation dans ce secteur, donc cette transformation des usages advienne. Il faut qu'elle se fasse. Et donc, on a besoin, pour que ça bouge, que ça aille plus vite, que ça se transforme, que ça se libère, qu'il y ait ces expériences comme celles que vous avez connues aujourd'hui, qu'il y ait d'autres types d'écoles, d'autres formes d'expériences académiques qui adviennent. Parce que c'est ça qui transformera de l'intérieur le modèle. C'est ça qui transformera le modèle d'éducation, le modèle de formation, le modèle d'orientation.